Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elskia pour le 8e point d'étape de Parlons Constitution. On y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alors on avait commencé par parler de l'État et de la Constitution. Est-ce qu'il fallait une Constitution écrite? On avait dit que oui. Et donc un État avec une Constitution écrite, et l'objectif c'est de rechercher le bonheur de tous et de chacun. Rechercher, bien sûr. La Constitution est dépendante du contexte social, politique, etc., juridique. Bref, elle est dépendante du contexte. Donc est-ce qu'il existe une Constitution parfaite? Non. Mais, un postulat important de cette série, il existe une Constitution meilleure que les autres pour un contexte donné afin de réaliser tel objectif. Ce qui nous pousse à rechercher cette Constitution. On avait ensuite parlé de la souveraineté et de la séparation des pouvoirs. La souveraineté doit être nationale selon moi, elle appartient au peuple, mais c'est une souveraineté nationale. La volonté du coup de la nation est importante et la recherche du bien commun. Il faut trouver un équilibre entre séparation et relation entre les pouvoirs. Et concernant la séparation verticale des pouvoirs, c'est un état unitaire, décentralisé et déconcentré, même si je suis favorable à envisager plus d'autonomie. Concernant la mise en place d'un nouveau régime, pour moi ce serait une révision constitutionnelle avec une constituante citoyenne, avec des débats publics, des propositions et arguments par tous les Français, et un conseil de sages en droit, histoire et sciences politiques pour assister cette constituante. Quel type de régime? Eh bien c'est à former, je me laisse la liberté de former un nouveau type de régime dans cette série, mais voici mes possibles inspirations: république, régime directorial, oligarchie élective, aristocratie, épistocratie, méritocratie, technocratie, dictature, stococratie, polyarchie et les démocraties libérales, représentatives, délibératives, directes et semi-directes. On avait vu ensuite la hiérarchie des normes avec du constitutionnalisme, pour moi qui devait être la hiérarchie des normes appliquée, c'est le bloc de constitutionnalité, avec en dessous le bloc de conventionnalité, ensuite le bloc de légalité, et enfin le bloc réglementaire. On avait aussi abordé la garantie des droits, la garantie ici des libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir et les dérives qu'ont fait les autoritarismes et totalitarismes du XXe siècle, et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Mais, j'avais dit, attention au risque de nomocratie constitutionnelle ou de constituant législateur. Et aussi, on rejette le droit naturel, enfin, je rejette le droit naturel car pour moi il n'est pas fondé, mais on garde des droits fondamentaux qui sont constitutionnels et non supra-constitutionnels. Ensuite, j'avais dit qu'il y avait une procédure de révision fondamentale pour justement réviser ces droits fondamentaux, avec une majorité qualifiée du peuple, la même initiative que pour la révision constitutionnelle, un suffrage universel direct, individuel, égal et secret, et des conditions de recevabilité que sont le caractère général, impersonnel et bénéfique pour l'individu, et une limite du nombre d'articles modifiables. Je renvoie bien sûr au détail dans l'épisode 17. Quel droit garantir? C'est évidemment au peuple de décider. Le juge constitutionnel et aussi le juge administratif doivent garantir le respect des libertés et droits fondamentaux. Ensuite, on avait abordé la citoyenneté, les conditions pour être citoyen. Pour être citoyen passif, il faut avoir la nationalité française, être majeur, ne pas avoir d'interdiction ou d'incapacité d'exercice des droits civiques, et pour être citoyen actif, il faut du coup être citoyen, donc répondre à ces conditions-là, et en plus avoir un intérêt pour le politique. Et cet intérêt pour le politique est mesuré via le test de l'intérêt pour le politique, c'est-à-dire un QCM, avec des questions choisies au hasard parmi une liste de questions prédéfinies, et les tests questions et réponses doivent être accessibles gratuitement en mairie ou en salle communale. L'éducation de base est également quelque chose d'important pour qu'en fait tout le monde puisse réussir ce test. La réussite à ce test engendre automatiquement l'obtention d'une attestation, l'attestation de l'intérêt pour le politique, qui est temporaire et qui permet d'être citoyen actif pendant un certain temps. La commission du test de l'intérêt pour le politique crée, puis révise les questions, réponses et explications du test. Elle est composée du président de la Cour constitutionnelle, de 5 juristes, 5 philosophes, 5 politistes, 5 historiens et un scientifique de chaque domaine scientifique tiré au sort. Elle se réunit tous les 5 ans pendant 1 an, ses décisions sont prises à l'unanimité, et il existe un RIC, référendum d'initiative citoyenne spécifique pour dissoudre la commission, sauf son président. Un RICA, donc un référendum d'initiative citoyenne active, avec des citoyens actifs, permet d'abroger des questions, une ou plusieurs. Ensuite, on a vu le pouvoir législatif. Alors, voici un tableau qui résume tout ça, tout ce qu'on a vu. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale, de la Chambre des sages et aussi du Conseil scientifique. L'Assemblée nationale a pour rôle la législation courante, elle fait les lois ordinaires, elle détermine la politique de la nation avec le gouvernement. Aussi, elle a un rôle de contrôle information et contrôle-sanction, et elle évalue la politique publique. Elle est désignée de cette manière par une élection par des citoyens actifs. Minimum 50% sont élus par la proportionnelle, et les 50% restants par la méthode Borda et par circonscription.
Pour la Chambre des sages, son rôle c'est de viser la permanence. Elle fait des lois unanimes principales éminentes. Elle aussi a un pouvoir de contrôle, mais un pouvoir de contrôle d'information et peu de contrôle sanction. Elle est élue par des citoyens actifs aussi, et elle, intégralement à la proportionnelle, avec une méthode de Jefferson, et un seuil électoral de 4%. Et je rappelle que la proportionnelle pour l'Assemblée nationale, c'est aussi une proportionnelle avec la méthode de Jefferson et un seuil électoral de 4%. Le conseil scientifique veille, lui, au respect de la scientificité des lois. Il a pour cela un veto et un préavis de veto scientifique absolu, surtout, tout parti, de la loi, en tout cas de certaines lois. Il a aussi un rôle de conseil et il évalue les politiques publiques. Ses membres sont tirés au sort selon, en fait, des professions qui appartiennent au domaine scientifique. Il y a primauté de la loi unanime principale éminente sur la loi ordinaire, donc elles ne peuvent être changées que par la Chambre des sages, sauf une exception, en cas de situation exceptionnelle. Je vous renvoie à la procédure dans l'épisode 23. Il y a aussi des travaux communs entre les différentes assemblées, Assemblée nationale, Chambre des sages et Conseil scientifique, dans la commission de conformation de la loi aux connaissances scientifiques, notamment lorsqu'il y a préavis de veto scientifique. Alors voici un exemple de bulletin type pour un vote à la méthode Borda, modifié pour sanctionner le non-classement des différents candidats. On voit ici, je vais pas m'attarder dessus, que même si D est mis en première position par 2 bulletins, comme il y a sanction du non-classement, D n'obtient pas assez de points, l'option D n'obtient pas assez de points, et c'est donc l'option C qui remporte le scrutin. Alors que s'il y avait eu classement des autres options pour les 2 bulletins qui mettent l'option D en première position, l'option D aurait très certainement, c'est pas sûr mais c'est fort probable, que l'option D aurait gagné ce vote. Alors, je vous rappelle aussi ce que c'est que la représentation proportionnelle à scrutin de liste à la plus forte moyenne, c'est-à-dire la méthode de Jefferson. Si on prend au moins la moitié des députés de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire actuellement 289 sièges qui sont à pourvoir, on imagine 100 000 suffrages exprimés pour simplifier. Voici un exemple avec les options A, B, C, D et E. J'ai évidemment mis 4% pour l'option D pour qu'on voit le minimum possible pour obtenir des sièges, donc le seuil électoral. Ça nous donne du coup une assemblée comme ceci. Les 288 restants sont par la méthode Borda et par circonscription. On a vu ensuite comment était élaborée la loi, alors on va juste voir un résumé de la procédure d'adoption de la loi, même si celle-ci dépend bien sûr du type de loi, et ici on va essayer de faire quelque chose de plutôt général, qui regroupe un peu tous les types de lois. Les détails sont bien sûr dans les épisodes 26 et 27. La première étape c'est l'initiative, dont une initiative citoyenne, quelque chose qui est nouveau. L'avis du Conseil d'État, plus large qu'actuellement, est obligatoire pour un projet de loi. Ensuite il y a le dépôt au Parlement, avec un délai avant la discussion en séance. Après, on fixe à l'ordre du jour le projet ou la proposition de loi. Et il y a aussi, bien sûr, concernant l'ordre du jour, les questions au gouvernement, les niches parlementaires. Ensuite, il y a le travail en commission permanente, avec un limite du nombre des commissions permanentes plus haute qu'actuellement, et ça peut aussi être en commission spéciale. Les amendements éventuels arrivent, donc pendant le travail de la commission, mais aussi pendant les discussions en séance, avec toutes les conditions de leur recevabilité, la recevabilité en fonction du lien de l'amendement avec le projet de proposition de loi, et on avait évoqué aussi les recevabilités financières. Le vote bloqué, c'est-à-dire l'article 44 alinéa 3, est supprimé. Par contre, le 49.3, pour moi, je pense qu'il faut qu'on le garde, avec toujours une fois par session à l'Assemblée nationale, et toujours permanent pour les PLF, les projets de loi de finances, et les PLFSS, les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et le temps, par contre, pour la motion de censure devrait être multiplié par 2, c'est-à-dire qu'ils ont jusqu'à 48 heures pour mettre une motion de censure après un 49.3. La discussion en séance intervient alors, et on a également la possibilité d'éventuels préavis de veto ou veto scientifique avec les procédures de levée non-conformité et urgence. L'adoption ensuite ou le rejet par des votes de la loi, et attention, les règles et conditions sont différentes, il y en a des différentes, il y en a plusieurs pour le dernier mot en ce qui concerne les lois organiques. Attention, ici il y a des choses qui s'appliquent pas forcément à tous les types de lois, il y a des procédures légèrement différentes pour l'adoption d'une loi courante, pour l'adoption d'une loi unanime principale ou éminente, d'une loi de finances, de financement de la sécurité sociale, et d'une loi organique. Mais je peux pas tout rappeler ici, c'est un point d'étape et non pas un récapitulatif complet de ce que c'est que l'adoption de la loi. Ensuite, on a la promulgation, une fois que le texte est voté et adopté, on a la promulgation pour le président de la République avec les contreseins des directeurs et des ministres concernés. Et enfin, la publication au journal officiel de la République française avec l'entrée en vigueur. On a vu ensuite les prises de décision dans les 3 assemblées du Parlement,
C'est-à-dire qu'on a vu l'organisation générale des chambres, avec le règlement, le contrôle de constitutionnalité, le vote d'une résolution pour les modifications du règlement, les groupes politiques et les organes, le scrutin secret, le président de l'Assemblée, le président de séance, le bureau et les questeurs, la conférence des présidents, les sessions ordinaires, extraordinaires et de plein droit. Bref, on a vu tout ça dans l'épisode 27. Et pour redire quelques principales nouveautés que j'ai données dans cet épisode 27, il y a des nouvelles procédures de vote en commission et en séance, dont la méthode Borda revisitée avec un vote modifiable, des majorités spéciales possibles, etc., etc., et un vote par approbation pour l'unanimité, donc pour la Chambre des Sages. Ensuite on a vu des procédures de gage à la Chambre des Sages, donc là c'est plutôt l'épisode 26, partie 1, petit 7, le principe d'irrecevabilité financière. Et ensuite, on a vu le fonctionnement par section correspondant au domaine scientifique et non pas un fonctionnement avec des commissions pour le conseil scientifique. Et bien sûr, il y a eu d'autres nouveautés, je ne peux pas tout rappeler ici. Ensuite, concernant le gouvernement, on a vu comment il était constitué et quels étaient ses rôles. Les rôles du gouvernement sont la mise en œuvre des lois, les faire appliquer, les exécuter, un rôle exécutif réellement, le plus simple et basique possible, diriger l'administration aussi, édicter les règlements, conduire la politique de la nation, nommer les fonctionnaires, diriger la force publique afin d'assurer de l'ordre public et faire respecter la loi, diriger la force militaire, élaborer les politiques publiques, diriger la diplomatie et négocier les accords internationaux, donc la politique étrangère, participer à la détermination de la politique de la nation, qui est du ressort de l'Assemblée nationale surtout. Les membres du gouvernement sont nommés, car il y a besoin d'expertise, de flexibilité, de stabilité, de cohérence et de séparation des pouvoirs. Ces membres sont les directeurs, les ministres, dont les ministres d'État, les ministres délégués, les secrétaires d'État et les hauts-commissaires. Il n'y a pas de hiérarchie juridiquement entre eux. Les chefs du gouvernement sont donc les 3 directeurs, qui sont nommés par le président de la République, qui dirige et coordonne l'action du gouvernement, propose les ministres nommés au président de la République, c'est une compétence qui est de celui-ci, et il préside à tour de rôle le gouvernement, selon une rotation mensuellement égale chaque année, etc., etc. Donc le gouvernement est le réel pouvoir exécutif, comme dans les régimes parlementaires. On a vu ensuite le président de la République. Le président de la République, c'est un président ou une présidente de la République qui est élu. Pourquoi élu? Pour les compétences, parce qu'on a besoin de compétences, d'indépendance, de responsabilité et de consentement, notamment par rapport au rôle du président de la République. Les détails, bien sûr, sont dans les épisodes 29 et 30. Alors il y a de nouvelles modalités pour son élection, le suffrage universel direct, l'élection par tous les citoyens actifs comme passifs, l'élection par la méthode Borda modifiée comme pour la moitié des députés, et le président de la République peut être révoqué et renversé par un RIC révocatoire à la majorité absolue des citoyens. En cas de vacances ou d'empêchement, la présidence revient au président de la Chambre des Sages, ou à défaut, au gouvernement. Et dans ce cas-là, les pouvoirs de son remplaçant, sont amoindris. Certains pouvoirs hiérarchiques sont non applicables. Le rôle du président de la République, c'est d'être un chef d'État. Je précise bien chef d'État, il n'est pas chef de l'exécutif ou chef des armées, c'est un chef d'État, arbitre, gardien et représentant droit. Concernant ses pouvoirs et ses rôles, les principales nouveautés sont qu'il défend la stabilité du régime et la bonne application des valeurs et objectifs politiques de la Constitution, donc politiquement, pas juridiquement. Juridiquement, c'est le rôle du juge constitutionnel. Également, il autorise ou pas la dissolution de l'Assemblée nationale ou la motion de censure. Il ne peut l'ordonner seul. Donc ce n'est pas de lui-même qu'il doit dire qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale ou qu'il faut renverser le gouvernement. Il n'a pas ce pouvoir-là, il faut que ce soit le gouvernement qui lui demande de dissoudre l'Assemblée nationale, ou que ce soit le Parlement, qui ça on le verra plus tard, qui fasse une motion de censure, et que le président de la République valide, ou pas, cette motion de censure. Également, le président de la République ne peut qu'assister au Conseil des ministres, sans parler. Il est là en tant qu'arbitre, en tant que gardien, mais il n'a pas le droit de parole, car il n'est pas réellement membre de l'exécutif, ce n'est pas lui qui conduit la politique de la nation. Il est aussi un arbitre militaire, je vous renvoie à l'épisode 30 pour savoir ce que ça veut dire, pourquoi il est un arbitre militaire, quel est son rôle. En fait, c'est tout ce qui concerne les conseils de défense et son rôle là-dedans. Aussi, il a un rôle important puisqu'il dispose du feu nucléaire, c'est lui qui a la force nucléaire dans les mains. C'est lui qui a le bouton rouge pour envoyer une bombe atomique, pour être vraiment très simple. Mais il ne peut le faire qu'après avoir consulté diverses personnalités, notamment les directeurs, le ministre chargé de la défense et l'état-major avec les chefs militaires de l'armée. On a vu dans les 2 derniers épisodes le domaine de la loi et l'obligation d'étude d'impact. Concernant le domaine de la loi, on a dit qu'il fallait délimiter le domaine de la loi, même la loi unanime principale éminente, pour éviter les empiètements de la loi sur le règlement et les lois trop précises ou réglant des cas particuliers. Donc c'est du parlementarisme rationalisé, et du coup il y a une différence entre les règlements autonomes et les règlements d'application. Le domaine de la loi est très large mais limité, car général. Et les autres matières, les autres domaines sont des règlements. Je renvoie bien sûr à l'article 34 et 37 de la Constitution actuelle.
Le respect du domaine de la loi est contrôlé par deux procédures, l'article 37 alinéa 2, la procédure de délégalisation. Il y a aussi à l'article 41 la procédure d'irrecevabilité. Ces deux procédures disposent donc l'intervention du gouvernement et du juge constitutionnel pour exercer ce contrôle du respect du domaine de la loi. On a vu l'étude d'impact exhaustive et obligatoire pour les projets de loi. Les nouveautés doivent être, pour moi, il doit y avoir l'avis rendu par le Conseil national d'évaluation des normes dans l'étude d'impact. Concernant l'opposition à l'inscription à l'ordre du jour, le délai passerait pour moi à 30 jours. Il y aurait la possibilité d'opposition à l'inscription à l'ordre du jour par 60 députés ou 60 sages. Aussi, j'ajouterais des débats d'orientation préalable avec le gouvernement, donc entre parlementaires et membres du gouvernement. Et il y aurait aussi pour moi un rapport obligatoire ex post du gouvernement, c'est-à-dire après l'adoption de la loi. Et aussi après quelque temps où elle a pu s'appliquer. Il y a également transmission obligatoire pour avis et des conseils lors de la rédaction de l'étude d'impact par le conseil scientifique. Donc ce point d'étape numéro 8 est terminé, j'ai encore essayé de résumer le maximum sans perdre toute la substance, mais bien sûr on perd des éléments, je vous invite à aller revoir les conclusions au moins des autres épisodes, en tout cas de ceux que vous voulez revoir, des sujets qui vous intéressent. Et je vous propose un petit résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de la constitution qu'on est en train de former. On est en train de former un État avec une constitution écrite qui permet à tous de rechercher le bonheur, objectif de tous et de chacun. La nation est seule souveraine de cet État. La séparation des pouvoirs est nécessaire mais doit être proportionnée, c'est un État unitaire. Postulat bien sûr à cette série, il existe une constitution meilleure pour un contexte donné afin de réaliser tel objectif. La nouvelle constitution serait créée par une constituante citoyenne, avec des arguments par tous les Français, et un conseil de stage pour l'appuyer. Garantir les droits fondamentaux est également quelque chose d'important, c'est pour protéger chacun contre tous et contre l'abus du pouvoir, et ces droits fondamentaux seraient modifiables par le peuple via une procédure de révision fondamentale. La protection de ces droits fondamentaux serait garantie par la Cour constitutionnelle principalement. Tous les Français sont citoyens, sauf ce que j'ai dit au cours du point d'étape, mais pour être citoyen actif, il faut réussir un test pour obtenir l'attestation d'intérêt pour le politique. Le test étant défini par la commission du test d'intérêt pour le politique. Le Parlement est composé de l'Assemblée nationale, de la Chambre des sages et du Conseil scientifique, et la primauté de la loi unanime principale éminente sur la loi ordinaire, sauf l'exception. J'ajoute aussi le veto et préavis de veto scientifique, et concernant l'élaboration de la loi, je vais rappeler ici quelques points que je juge importants. Le 49.3 est gardé, il y a de nouvelles procédures de vote, la méthode Borda, et le vote par approbation. Le reste et les détails, bien sûr, sont dans les épisodes. Concernant le gouvernement, c'est le réel pouvoir exécutif avec 3 directeurs à sa tête, ses membres sont nommés et le gouvernement a de nombreux rôles. Le chef d'État maintenant, c'est un président de la République, arbitre, gardien et représentant droit. Ensuite, on a vu que le domaine de la loi devait être limité, et on a vu l'obligation d'étude d'impact. Donc on a déjà vu tout ça, et on va encore continuer. La prochaine fois, on va parler des ordonnances dans le prochain épisode, pas dans le prochain point d'étape. Même si dans le prochain point d'étape, bien sûr, on va rappeler ce qu'on a dit en résumant concernant les ordonnances. Mais en détail, ce sera dans l'épisode 33. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ce point d'étape numéro 8, c'était Healthcare, et à bientôt pour la suite de cette constitution.